Bien, chers amis, donc on va continuer, on est toujours filmé en direct, ce qui fait que vous pouvez toujours assister au cours, même si vous n'êtes pas dans l'amphi, et donc on repart avec notre question. On avait terminé sur le compte courant d'associés, et on avait vu un certain nombre de choses. On avait terminé en disant, et on avait dit qu'on y reviendrait sur cette question de double qualité. Quand vous êtes associé et que vous faites un prêt en compte courant, je vous avais dit que la pratique dit un apport en compte courant, mais ce n'est pas véritablement un apport, c'est même pas du tout un apport, c'est bien la différence. C'est un prêt en compte courant ou un versement en compte courant. La nature juridique, c'est bien celle d'un prêt. Quand vous faites un prêt en compte courant, vous avez à la fois la qualité d'associé et la qualité de prêteur. Vous pouvez avoir prêté des sommes très importantes. Vous pouvez avoir, prêté en compte courant des sommes très importantes et apporter des sommes relativement faibles. Et vous allez être traité pour chacune de ces mises, eh bien, vous allez être traité de manière distincte. Pour les sommes que vous avez apportées, vous êtes rémunéré comment? Les sommes que vous avez apportées, votre rémunération en tant qu'apporteur, en tant qu'associé, elles sont de quel type? Oui? On l'a vu l'autre fois, hein, c'est juste un rappel pour avoir les idées claires. Allez-y, monsieur, osez. La partie des bénéfices qu'on distribue, donc qu'on appelle le... On l'entend souvent dans la bouche des politiques, les actionnaires ne songent qu'à leur dividendes. Voilà. Donc ça, c'est une chose, c'est les dividendes. Et il faut, pour toucher une rémunération, que la société ait fait un bénéfice. Et en revanche, quand on est prêteur, on est rémunéré par un intérêt, absolument. Quand on veut reprendre la somme que l'on a mise dans la société, quand on est associé apporteur, on la reprend quand cette somme? On ne la reprend que quand la société prend fin, qu'au moment de la dissolution. Alors, on peut la reprendre indirectement si on vend ses parts ou ses actions, mais on n'est pas en train de reprendre son apport, on laisse son apport dans la société et quelqu'un vient nous acheter nos droits sociaux. Donc, ça, c'est pour l'apporteur. En revanche, s'agissant du prêteur, de celui qui prête en compte courant, lui, eh bien, il va reprendre, en principe à tout moment, les sommes qu'il a mises dans la société, sauf, on l'avait vu, clause de blocage, et sauf, comme on l'avait dit, possibilité pour la société de vouloir bloquer les sommes, ce qui suppose quand même, on l'avait évoqué, un accord du prêteur, parce que si la société en cours de prêt vous dit « Eh bien, les sommes que vous avez prêtées en compte courant, maintenant je décide qu'elles sont bloquées pendant 5 ans ». Ce n'est pas possible que la société le décide seule. Et même si on fait une assemblée des associés ou des actionnaires pour mettre dans les statuts une clause de blocage, cela ne vaudrait toujours pas si le prêteur, celui qui a mis les sommes dans les caisses de la société, eh bien si le prêteur ne donne pas son accord. Sinon, ça voudrait dire que c'est comme si l'emprunteur décidait seul de bloquer. Je vous ai emprunté de l'argent, eh bien, je décide que je ne vous le rends pas tout de suite, mais dans 5 ans, et je le décide unilatéralement. Cela irait à l'encontre du principe selon lequel, pour modifier un contrat, eh bien, il faut l'accord de toutes les parties au contrat. Bien. Donc, sur le compte courant, on a terminé et on va continuer à voir l'importance des apports en évoquant un troisième point. Donc, on avait vu la notion d'apport, on avait distingué l'apport et le versement en compte courant, et on va évoquer maintenant le rôle des apports dans la formation de ce que l'on appelle le capital social. Le capital social, c'est une notion qui est à la fois une notion comptable et juridique. C'est une notion importante pour les sociétés parce que le capital social, eh bien, ça représente au départ, en tous les cas, quand la société est constituée, c'est la somme des apports qui ont été faits. Pas de tous les apports, c'est les apports qui représentent des biens saisissables. C'est quoi déjà les 3 types d'apports? Oui, monsieur.
Industrie, numéraire et nature. Donc numéraire, apport, l'ordre que vous avez donné, et peu importe l'ordre en réalité, mais apport en industrie que vous avez évoqué en premier, c'est pas le plus fréquent, c'est l'apport, vous le savez, d'une activité. Apport en numéraire, c'est l'apport d'une somme d'argent, et apport en nature, c'est l'apport d'un bien autre que de l'argent. Un fonds de commerce, un brevet, un immeuble, un véhicule, bon. Les apports que les créanciers peuvent saisir, c'est lesquels dans ces trois apports? Tout sauf les apports en industrie. Et hier, je répondais à une question que vous avez posée sur la page Facebook sur est-ce que ce n'est pas un problème qu'on ne puisse pas évaluer les apports en industrie? Si vous regardez la réponse, vous verrez que ça n'est pas véritablement un problème, notamment parce que ces apports ne sont pas mis dans le capital social. L'apport d'une activité, ce n'est pas un bien saisissable. C'est utile à la société qu'une activité soit fournie par un associé. Ça peut même être vital pour elle, et elle n'existe peut-être pas sans l'expertise très particulière d'un associé. Il n'empêche que les créanciers, le jour où ils ne sont pas payés, je suis créancier, la société me doit 100 000 €, je vais exercer des voies d'exécution, je vais faire des saisies sur les biens de la société, eh bien, ces saisies, elles vont me permettre de prendre l'argent que la société a sur ses comptes bancaires, par exemple. Elles vont me permettre d'appréhender des biens que la société possède, de les faire vendre et de me payer grâce aux produits de la vente de ces biens. Est-ce que je peux lancer un filet pour capturer un associé apporteur en industrie et l'obliger, je le ramène sur mon épaule chez moi et je l'oblige à travailler chez moi en lui disant « travaille car ta société me doit encore beaucoup d'argent », la réponse est bien évidemment non. Cet apport n'est pas un bien saisissable, donc ça n'est pas indispensable qu'il soit évalué et il ne fait pas partie du capital social. Le capital social, c'est une valeur, c'est un montant qui figure dans les statuts et qui représente les sommes qui ont été mises dans la société par les associés au départ au titre des apports. Si nous sommes 10 associés et que chacun nous apportons 1 000 €, on va avoir un capital social, le calcul est rapidement fait même pour des étudiants en droit, on va avoir un capital social, et même pour un professeur de droit, on va avoir un capital social de 10 000 €. Donc on aura écrit dans nos statuts que notre société a un capital social de 10 000 €. Dans les correspondances que nous adresserons aux différents partenaires, fournisseurs, par exemple, de la société, nous écrirons que notre société a un capital social de 10 000 €. Est-ce que la société a forcément déjà reçu 10 000 €? Non, pourquoi? Parce qu'il faut distinguer quoi? Souscription et libération. Je souscris des parts ou des actions, donc je signe les statuts en disant que je vais apporter, je souscris 10 parts à 1 000 € chacune, donc je m'engage à apporter 10 000 € par exemple, et on avait vu qu'il n'est pas toujours obligatoire de verser immédiatement l'apport et que, suivant les formes sociales, on avait des délais pour le faire. Si on prend par exemple, j'ouvre mon code un instant, si on prend par exemple l'article L223-7, qui est un texte qui concerne la SARL, on nous dit que les parts représentant des apports en numéraire dans la SARL doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. Ça veut dire qu'on doit apporter 20% tout de suite. Lorsque l'on prend l'engagement de souscrire, on doit immédiatement verser 20% du montant de l'apport que l'on s'engage à faire. Mais ça veut dire que 80% n'est pas versé immédiatement et il va être versé dans les 5 ans. C'est le gérant de la SARL qui décidera d'appeler le non versé en fonction des besoins de la société. La société affiche donc un capital social. C'est important cette notion de capital social parce que déjà ça veut dire que vis-à-vis des tiers, eh bien on se présente comme avec une société qui a une solvabilité apparente qui est plus ou moins importante. Pour beaucoup de sociétés, la loi n'impose pas ou n'impose plus un minimum légal. Pendant longtemps, par exemple, la SARL
a vu la loi demander eh bien, que la société ait un capital social qui était, alors suivant, certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais c'était 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs. Et puis à un moment donné, on a supprimé, c'est en 2003 qu'on a supprimé eh bien, l'exigence que la société à responsabilité limitée ait un capital social minimum. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé ça? Parce qu'on s'est dit, d'un côté, ça empêche des entreprises de naître si on les oblige à trouver un financement qui est peut-être trop important. Et puis on s'est dit aussi, ça n'a pas vraiment de sens que ce soit la loi qui fixe un capital social, alors que, suivant les activités, ce capital peut être trop faible ou au contraire beaucoup trop élevé. Et donc on a préféré supprimer ce minimum légal qui était parfois imposé par la loi. Il n'est plus imposé par la loi pour les SARL depuis 2003. Il était imposé pour les SAS, Sociétés par Action Simplifiée, jusqu'en 2008. Et en 2008, là aussi, plus de minimum légal. Ça veut dire qu'une SARL ou une SAS peut avoir un capital social de 1 euro. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se promènent avec un capital social de 1 euro? Pas tant que ça en réalité, parce que vous comprenez que ça ne fait pas très sérieux quand vous adressez une demande de crédit à une banque, SARL au capital social de 1 euro. Alors, bien évidemment, il y a d'autres moyens financiers. Les associés ont fait quoi, par exemple, pour financer la société? Avec une notion qu'on a évoquée il y a quelques minutes. Des comptes courants, absolument. Donc il y a une personne dans cet amphithéâtre qui a conservé la notion en tête. Mais non, je sais que vous voulez intervenir, mais vous n'osez pas par timidité de la caméra. Mais la caméra ne filme que moi, je vous le rappelle. Voilà, vous êtes invisible. Voilà. Bon, mais non, vous n'êtes pas invisible. En tous les cas, donc, voilà, il peut y avoir d'autres moyens de financement, et notamment des comptes courants très importants. Oui, nous avons un capital social d'1 euro, mais regardez, nous avons 10 millions qui ont été versés par des associés en compte courant. Imaginons un instant, petit cas pratique, que vous êtes juriste dans une banque, ce qui, statistiquement, devrait arriver à quelques-uns au moins d'entre vous. Je me présente, j'ai mis un costume, une cravate, je viens demander un crédit pour mon entreprise qui a un capital social assez faible, de 1 000 euros. Capital social de 1 000 euros, donc j'arrive et je vous explique que, rassurez-vous, monsieur le banquier, ou madame la banquière, ou madame ou monsieur le juriste de banque, tout va bien, car en réalité, nous sommes plusieurs associés, et regardez, nous avons versé en compte courant des sommes particulièrement importantes. Nous avons versé pour 3 millions d'euros en compte courant, et nous vous demandons un crédit, un emprunt qui est finalement assez faible, de 2 millions d'euros. Qu'est-ce que vous devez avoir comme réflexe en tant que futur créancier de cette société, si vous voulez envisager de débloquer le crédit? Je ne dis pas que c'est comme ça que toute banque va procéder, mais votre réflexe, si vous êtes juriste de banque, vous êtes là pour conforter le crédit de votre entreprise, et donc vous ne voulez pas prêter à un débiteur qui pourrait se révéler insolvable. Et je réponds à une question que je vois passer, qui demande les versements en compte courant, est-ce la règle ou bien l'exception? Ça n'est pas obligatoire, un versement en compte courant, mais c'est très pratique, et beaucoup de sociétés l'utilisent parce que, finalement, c'est le moyen de financer la société sans immobiliser en apport les sommes qu'on met dans la société. On verse des sommes en compte courant, donc on prête, et puis quand la société en a besoin, on ajoute des sommes en compte courant. Quand elle n'a pas besoin, on les reprend. C'est plus souple que de mettre des apports, que de souscrire de nouvelles parts ou de nouvelles actions. Mais on avait dit que l'inconvénient, c'est que si on est simplement prêteur, on n'a pas un pouvoir politique. Quand on est associé en compte courant, on ne vote pas en assemblée autrement qu'avec les parts qui représentent l'apport qu'on a fait. Si je suis associé pour une part, même si j'ai fait un compte courant, un versement en compte courant très important, je n'ai pas particulièrement plus de pouvoir à l'Assemblée. J'ai peut-être un pouvoir en disant, si on ne fait pas ce que je veux en Assemblée, sachez que moi, je vais reprendre les sommes que j'ai versées en compte courant. Ça ne serait pas formidable d'ailleurs en termes d'affectio societatis et de loyauté à l'égard de la société, de se comporter comme ça, mais il n'empêche que
on n'a pas un pouvoir politique du fait que l'on a versé des sommes en compte courant. On est un prêteur, on a un droit à être remboursé, sauf clause de blocage qui m'empêche d'être remboursé tout de suite, mais vous comprenez qu'on n'a pas un pouvoir politique du fait que l'on a prêté des sommes à la société. Donc, je reviens à mon cas pratique, des apports très faibles, un capital social très faible, et moi je vous dis simplement des sommes en compte courant importantes. Quelle pourrait être votre demande à vous, juriste de banque? Voilà, première chose que vous pourriez me demander, de bloquer les versements en compte courant. Si vous ne me demandez pas ça, il n'y a a priori aucune garantie. Oui, d'accord, nous avons versé en compte courant 3 millions d'euros, mais nous pourrions tout à fait, c'était la jurisprudence de mai 2011, du 10 mai 2011, si je me souviens bien, qu'on avait vu lors du dernier cours de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la caractéristique du versement en compte courant, caractéristique essentielle, nous disait-on, c'est quoi? C'est d'être remboursable à tout moment, sauf clause statutaire ou clause contractuelle contraire. Donc, si on veut éviter que les versements en compte courant soient repris du jour au lendemain, eh bien, il faut demander que des clauses de blocage soient mises en place par la société et les associés qui ont versé des sommes en compte courant. Et qu'est-ce que pourrait demander le banquier pour avoir encore plus de garanties? Un cautionnement. Alors, ça veut dire un cautionnement que quelqu'un, un associé par exemple, dit « si la société ne paye pas, alors je paierai à sa place ». C'est vrai, très bon réflexe. Mais dans le schéma que je viens de vous décrire, il y a quelque chose que l'on pourrait demander. Le patrimoine des associés, imaginons qu'en réalité, il n'est quasiment rien. Les sommes la valeur qu'ils ont, les actifs qu'ils ont, ce sont les sommes qu'ils ont mis dans les comptes courants. On peut décider de les bloquer, ces comptes courants. Et ça veut dire que le banquier, quand il va demander à être remboursé, il ne verra pas passer devant lui les associés qui vont reprendre leurs sommes versées en compte courant et ne rien laisser dans la société. Mais le banquier serait en concurrence avec les associés, parce que si l'associé qui verse en compte courant est un prêteur, ça veut dire que le banquier étant lui aussi un prêteur, il y aura une concurrence entre ses créanciers. On verra qui réussit le premier à reprendre les sommes d'argent qu'il a prêtées à la société, ou s'il y a une procédure collective de ce qu'on appelait autrefois une faillite, à ce moment-là, il faudra partager proportionnellement et chacun subira une partie de l'insolvabilité de la société. Qu'est-ce que pourrait demander le banquier pour s'avantager par rapport aux associés? Oui, mademoiselle. D'avoir la priorité. Et comment est-ce qu'il pourrait avoir la priorité sur les associés? Alors, il y a des sûretés particulières, mais il y a un moyen de droit des sociétés qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est dans l'air. Oui, monsieur. Clause de préemption. Ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'une clause de préemption, ça permet, c'est une sorte de pacte, ça s'appelle aussi pacte de préférence. Si je vends un bien, alors je dois vous le proposer en priorité. Mais non, c'est une opération que va faire la société, une décision qui va être prise dans le cadre de la société. Qu'est-ce que ça pourrait être? On a des associés qui ont versé des sommes importantes en compte courant. Oui? Les transformer en apport, absolument. On a des associés qui ont un droit, s'ils le veulent en tant que prêteurs, à demander remboursement à la société. Donc ils ont une créance contre la société. Eh bien, on va dire que la société augmente son capital, dans mon exemple, de 3 millions d'euros. Donc, les associés doivent lui apporter 3 millions de plus. Et je vois que parmi les spectateurs extérieurs que nous avons à notre cours, Yves Lelièvre, président de la Conférence générale des tribunaux de commerce. Donc, vous voyez, notre cours intéresse pas mal de gens. Et ce qui est intéressant, c'est aussi pour vous, je le dis, ce n'est pas pour faire un club de rencontres sur Facebook, mais n'hésitez pas à échanger
avec ce type d'acteurs, parce que les juges consulaires, par exemple, sont des acteurs très importants du droit des sociétés. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, à avoir ce type d'échange. Donc, en tous les cas, sur le compte courant, dans mon exemple, eh bien, on pourrait demander que la société augmente son capital, la société augmenterait son capital, et elle dirait, nous augmentons le capital de 3 millions d'euros. Ces 3 millions d'euros, les associés n'ont pas les moyens, on a dit qu'ils n'avaient pas d'actifs en plus, ils n'ont pas les moyens de verser 3 millions d'euros en plus, mais comment est-ce qu'ils vont libérer leurs actions nouvellement souscrites? Eh bien, ils vont les libérer par compensation, donc on va éteindre la créance qu'ils avaient sur la société, et en réalité, ils ne vont pas apporter une société, ils vont en réalité, eh bien, échanger leur qualité, ce n'est pas un échange au sens du contrat d'échange du Code civil, mais ils vont échanger leur qualité de prêteur contre la qualité d'associé. Ça veut dire qu'une fois l'augmentation de capital décidée et réalisée par la voie de la compensation, eh bien, nous avons des personnes qui étaient prêteurs, qui étaient créanciers, qui sont maintenant devenus associés. Alors, ils étaient déjà associés, ils sont associés pour 3 millions d'euros de plus. Et ça veut dire, pour le banquier, que c'est des personnes qui ne pourront pas venir en concurrence avec lui, parce qu'on le verra, l'associé a pour caractéristique de contribuer aux pertes et de ne pouvoir reprendre son apport qu'au moment de la dissolution de la société, une fois que les créanciers, comme le banquier, ont été intégralement payés. Et seulement si les créanciers ont été payés. Donc, voilà un moyen de renforcer la situation du banquier dans l'exemple que je vous ai donné. Le capital social, il est important parce que pour les sociétés de capitaux particulièrement, comme leur nom l'indique, vous vous rappelez de la distinction société de personnes, société de capitaux, dans les sociétés de capitaux, on sait que ce qui compte, c'est l'apport qui a été fait par les associés. Et donc, vous comprenez que dans ces sociétés, on va demander que le capital social ait un certain montant. Dans la société anonyme, on a encore un minimum légal qui est de 37 000 €. Et on va vérifier aussi la consistance des apports qui constituent ce capital social. Et on verra, quand on va parler des apports en nature, que dans les sociétés de capitaux, on va demander à un expert, ce qu'on appelle un commissaire aux apports, on en parle dans quelques minutes, de vérifier la valeur des biens qui sont apportés à la société au titre des apports en nature. Donc, nous avons cette notion de capital social qui est très importante dans les sociétés de capitaux, qui est très importante au point que lorsque les capitaux propres de la société, c'est-à-dire les biens qu'elle a véritablement en propre, qu'elle n'est pas obligée de restituer à première demande, et ce sont notamment les apports, quand ces biens, eh bien, les capitaux propres baissent en dessous de la moitié du capital social, on a, mais on y reviendra dans l'étude de ces formes spéciales, on a un mécanisme d'alerte qui se met en place. Il faut que les associés décident s'ils continuent ou non. C'est dans les SARL et les sociétés par action qu'on a ça. Est-ce que les associés continuent ou non la société ou est-ce qu'ils décident la dissolution? Et s'ils décident de continuer, eh bien, il faut reconstituer les capitaux propres ou baisser le montant du capital social pour éviter qu'il y ait un trop grand décalage entre les capitaux propres de la société et le montant du capital social qu'elle affiche à l'égard des tiers et notamment de ses créanciers. On a évoqué donc dans un grand A la notion d'apport, on va voir dans un grand B la diversité des apports et on va voir les 3 types d'apports et on va les voir plus en détail. Premier apport que l'on va évoquer, c'est le plus simple, c'est l'apport en numéraire, c'est-à-dire donc apport d'une somme d'argent. Apport d'une somme d'argent, il pose a priori peu de difficultés s'agissant d'en vérifier la consistance. Si je m'engage à apporter 1 000 € à la société, est-ce que mes 1 000 € valent bien 1 000 €? A priori, il n'y a pas de difficulté particulière. Ce n'est pas un bien qu'il faudrait évaluer. 1 000 € valent 1 000 €. Ce n'est peut-être pas assez par rapport à ceux dont la société a besoin, mais on n'a pas de problème d'évaluation.
Quand on fait un apport en numéraire, simplement, il y a cette particularité qui est que vous avez une différence possible entre le moment de la souscription et le moment de la libération de l'apport. Ça, c'est un premier point. Deuxième type d'apport, c'est l'apport en nature, c'est-à-dire l'apport d'un bien autre qu'une somme d'argent. Quand un associé fait un apport en nature, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le principal problème, c'est celui de la consistance de cet apport. Si vous apportez tous de l'argent, du numéraire, vous apportez tous 1 000 € à la société, et moi j'apporte un bien qui est, je ne sais pas, un véhicule par exemple, ou un immeuble, peu importe, mais un bien dont je vous dis qu'il vaut 3 millions d'euros. Je vous garantis, cet immeuble-là, on peut le vendre quand on veut et en tirer 3 millions d'euros. Si vous me croyez sur ma bonne tête, comme on dit, vous êtes convaincu, ah oui, s'il nous le dit, c'est que c'est vrai, vous apportez chacun 1 000 €. Imaginons que vous soyez les quelques centaines que vous êtes, apportant chacun 1 000 €. Donc on fait une société, moi j'apporte mon immeuble, que je prétends valoir 3 millions d'euros, et imaginons qu'on découvre qu'en réalité, l'immeuble ne vaut absolument pas 3 millions d'euros, mais il est en partie vétuste, en partie délabré, et personne n'en veut. Il y a des nuisances incroyables, il est mal situé. On arrive à le vendre finalement peut-être 50 ou 100 000 €. Qui a été lésé dans la situation que je viens de vous décrire le jour où on découvre que la valeur de mon immeuble est 30 ou 60 fois inférieure à ceux qu'on envisageait? À la fois les associés et les créanciers. Les associés parce que pendant tout le temps où on aura été associé, vous aurez eu des parts sociales en fonction, en proportion de votre apport, j'aurai eu des parts sociales en proportion de mon apport. Vous aurez eu chacun pour 1 000 € de parts sociales ou d'actions et les droits de vote qui vont avec, et moi j'aurais eu pour 3 millions d'euros de parts et de droits de vote. Le résultat, c'est que dans les assemblées, vous avec vos quelques centaines de milliers d'euros d'apport et moi avec mes prétendus 3 millions, j'aurais pris toutes les décisions parce que j'aurais été très... Ça c'est un premier point, donc premier intérêt lésé, c'est celui de mes co-associés. Et puis, deuxième intérêt lésé, c'est celui des créanciers. Notre capital social, il était de combien à peu près? 3 millions et, par exemple, 300 000 €. Le jour où la banque ou le fournisseur à qui nous devons 2 millions d'euros exerce une saisie sur nos comptes et sur nos biens, à nous, enfin pas à nous associés, mais sur les comptes et les biens de notre société, qu'est-ce que la saisie va rapporter? Peut-être quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros qui correspondent aux sommes que vous avez apportées, s'il reste ces sommes, et puis il va saisir l'immeuble, il va faire vendre l'immeuble. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de magie particulière. Le créancier va avoir le même problème d'immeuble difficile à vendre et on va découvrir que l'immeuble, le créancier va découvrir que ceux qui étaient valorisés par nous 3 millions, eh bien, ne vaut que 50 ou 100 000 €. Bien. Le résultat, c'est que le créancier, qui nous avait prêté en considération du fait que le capital social était de 3 millions et quelques, découvre qu'en réalité, le capital social est de 350 000 €, c'est-à-dire votre apport plus la valeur réelle de l'immeuble que j'ai apporté. Ça, dans une société de capitaux, c'est particulièrement gênant. Ça l'est aussi dans une société de personnes. Mais dans une société de personnes, vous avez, société civile ou société en non collectif, vous avez, entre guillemets, un deuxième rideau, c'est la possibilité d'aller demander aux associés eh bien, de payer à la place de la société. Si elle ne le fait pas, monsieur, vous évoquiez tout à l'heure le cautionnement. Dans ces sociétés, il y a l'équivalent d'un cautionnement légal
on le verra dans le droit spécial, il y a une obligation aux dettes sociales. Si la société ne paye pas, après soit une mise en demeure, soit une saisie infructueuse, suivant la forme sociale, eh bien, le créancier a le droit de saisir les biens qui sont dans le patrimoine personnel des associés. Dans les sociétés de capitaux, on n'a pas ce mécanisme de garantie. Donc on peut demander un cautionnement, ou dans les sociétés à responsabilité limitée, on ne l'a pas non plus, parce que société à responsabilité limitée, ça veut bien dire société à responsabilité limitée aux apports. On ne peut prendre à l'associé que l'apport qu'il a mis dans la société. C'est ça la SARL. Et donc, dans une SARL, vous n'avez pas d'obligation des associés aux dettes sociales. Vous ne pouvez pas poursuivre les associés si la société ne paye pas, sauf, comme l'a évoqué monsieur, si vous avez demandé le cautionnement des associés ou d'une autre personne. Donc, pour éviter, dans les sociétés de capitaux et dans les SARL également, qu'il y ait une surévaluation des apports, eh bien, on a un mécanisme qu'on verra plus longuement dans le droit spécial, mais il y a un mécanisme qui consiste à faire intervenir un professionnel qui va vérifier que l'évaluation de l'apport est cohérente. Je prends les textes sur les sociétés par action. C'est l'article L225, si je me souviens bien, -8, mais la mémoire est parfois défaillante. Non, ouf, tout va bien. En cas d'apport en nature, comme au cas de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou à défaut par décision de justice. Ils sont soumis à des incompatibilités qui sont celles qui sont applicables aux commissaires aux comptes, on y reviendra. Les commissaires apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et des avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe avec le projet de statut est tenu à la disposition des souscripteurs, d'accord. L'Assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut les réduire. Bon, ça, c'est une procédure particulière. Et on nous dit, bon, peu importe la fin du texte, en tous les cas, il faut bien comprendre qu'on fait intervenir un professionnel qui va vérifier que la valorisation des apports en nature n'est pas fantaisiste, et il engage sa responsabilité s'il ne fait pas remarquer aux associés qu'il y a ce problème de surévaluation des apports. Les associés pourraient passer outre, mais dans ce cas-là, ils pourraient engager à la fois leur responsabilité civile et même leur responsabilité pénale, puisqu'il y a un délit de surévaluation, délit pénal, 5 ans d'emprisonnement, si je me souviens bien, délit pénal de surévaluation frauduleuse des apports. Donc, on veut éviter cela, et voilà pourquoi on recourt à cette procédure de vérification des apports en nature par un commissaire aux apports. Alors, s'agissant des apports en nature, il faut encore dire que l'apport en nature peut porter sur des biens qui sont des biens de type très différent. Vous pouvez avoir un apport en nature qui porte sur un fonds de commerce, un apport en nature qui porte sur un immeuble, un apport qui porte sur des actions d'une autre société. Pour avoir une approche générale, on peut dire que généralement, on va traiter cette opération d'apport, on va l'appréhender comme une opération de vente. Je veux dire par là que lorsqu'on apporte un bien à la société, par principe, on va devoir à la société les mêmes garanties que si on lui vendait le bien. C'est quoi la différence principale que vous voyez entre une vente et un apport? Je vais le préciser, mais voilà, un peu d'interactivité ne fait pas de mal. Il n'y a pas le synalagme. Non, mais je sais, nous avons des étudiants voilà, au parcours divers. Mais si c'est un côté, je ne me moque pas du tout, mais j'essaie de retrouver avec vous le terme, donc, le côté synalagmatique, donc le côté bilatéral, c'est ça que vous voulez dire, oui. Il n'y a pas de rémunération. Ben justement, si, il y en a une, mais si je vous vends un bien,
je vous vends un bien dont je suis propriétaire. Le côté synallagmatique, il va s'exprimer par quoi? Vous, de votre côté. Voilà, vous me versez un prix. Si maintenant, ce n'est pas un bien qui est vendu, mais c'est un bien qui est apporté. Vous êtes une société, je vous apporte un bien. Si c'est un apport et pas une vente, il n'y a pas de prix. Mais il y a quoi? Avant le dividende. La valeur? Oui, les actions ou les parts sociales. J'apporte un bien à une société. La société, en contrepartie, eh bien, elle m'attribue un certain nombre de parts ou d'actions, et c'est ça la contrepartie. Je ne reçois pas un prix en numéraire, je reçois eh bien, des droits sociaux qui vont, c'est pour ça que je vous disais pas si vite quand vous me disiez le dividende. Le dividende, j'y ai droit, pas parce que j'ai apporté, j'y ai droit, alors, quand on remonte, si c'est parce que j'ai apporté, mais j'y ai droit parce que je suis actionnaire, parce que je suis associé. C'est ça qui me donne le droit au dividende. Bon, voilà. Et il pourrait, si on n'avait pas de bénéfice, si on n'a pas de bénéfice, on n'aura jamais de dividende. Donc on pourrait se dire, ah mais zut, alors on n'a pas de contrepartie, il manque la cause dans notre contrat, ou du moins mon obligation de transférer, d'apporter le bien n'a pas de contrepartie. Si, on a une contrepartie, c'est l'attribution de droits sociaux. Donc, c'est la différence effectivement avec la vente, mais pour un certain nombre d'aspects de l'opération, on va se calquer sur le contrat de vente, c'est-à-dire que si j'apporte un bien en propriété à la société, je fais un apport en propriété, ça veut dire que je lui transfère la propriété du bien, eh bien, à ce moment-là, je lui dois les mêmes garanties que devrait le vendeur. C'est ce que nous dit l'article 1843-3 du Code civil dans la partie générale du droit des sociétés. Je précise que, on parle là de l'apport en propriété, il y a un apport qui n'est pas si fréquent que ça, mais qui est l'apport en jouissance. Si j'apporte un bien en jouissance, ça veut dire que je ne transfère pas dans le patrimoine de la société la propriété du bien. Si je vous apporte un immeuble en propriété, c'est comme si je vous vendais l'immeuble. La société est maintenant propriétaire du bien. Ça veut dire notamment que les formalités de publicité pour rendre le transfert opposable au tiers doivent être effectuées. Formalités au bureau des hypothèques, comme si on avait vendu le bien à la société. Si maintenant ça n'est qu'un apport en jouissance, je n'ai pas transféré la propriété du bien à la société, je lui ai juste donné pendant un temps déterminé, 5 ans, 10 ans, le droit de jouir du bien en question. Ça veut dire que la société a contre moi un droit de créance. Je dois mettre le bien à sa disposition, mais je suis resté propriétaire du bien. Ça veut dire concrètement que, alors pour répondre à une observation que je vois passer, ce n'est pas un démembrement du droit de propriété. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié cela. Le démembrement du droit de propriété, c'est quand vous partagez le droit de propriété entre usufruit, qui donne le droit à l'usage et aux fruits, et la nue propriété. Donc vous avez une personne qui peut utiliser le bien, mais qui n'a pas le droit de disposer du bien et qui peut en recueillir les fruits. On verra qu'il y a plusieurs questions sensibles qui concernent le démembrement de propriété sur les parts sociales. Non, là on n'est pas dans cette hypothèse, on est dans l'hypothèse où on raisonne sur 2 types d'apports possibles. C'est vrai que ça ressemble par certains aspects à cette distinction, mais ce n'est pas la même distinction. Première possibilité d'apport en nature, on apporte la propriété du bien. La société devient propriétaire, je lui transfère la propriété du bien. Deuxième possibilité, eh bien, apport en jouissance, je reste propriétaire du bien, mais je permets à la société d'utiliser le bien pendant un temps déterminé. Différence, je suis sûr, quand j'ai fait un apport qui n'est qu'en jouissance, de reprendre mon bien à la dissolution de la société. Puisque je n'ai jamais perdu la propriété du bien, les créanciers de la société ne peuvent pas saisir le bien dans le patrimoine de la société. Qu'est-ce qu'ils pourraient saisir éventuellement? Ce n'est pas très fréquent en pratique, mais qu'est-ce qu'ils pourraient trouver dans le patrimoine de la société si j'ai apporté
en jouissance un immeuble? Voilà, l'usus, appelons-le comme ça, un droit de jouissance sur l'immeuble pour la durée restante. J'ai dit à la société, j'ai pris l'engagement vis-à-vis de la société de la faire jouir de l'immeuble pendant 10 ans. Oui, la formule est un peu curieuse. Mais j'ai pris cet engagement de la faire jouir de l'immeuble pendant 10 ans. Il reste 8 ans de droit de jouissance. Le créancier va trouver dans le patrimoine de la société ces 8 ans de droit d'utilisation de l'immeuble, mais il est certain qu'il ne peut pas saisir l'immeuble et le faire vendre, puisque l'immeuble est dans mon patrimoine et je ne m'en suis jamais départi. À la rigueur, quand la société est dissoute, je pourrais même reprendre une somme qui correspond à la valeur du droit de jouissance qui est encore dans le patrimoine de la société. Mais ce n'est pas une question qui est tranchée ni en doctrine ni en jurisprudence. Mais c'est un point assez intéressant. Il n'y a pas énormément d'apports en jouissance. C'est peut-être pour ça aussi que le régime n'est pas toujours parfaitement défini. Dernier type d'apport que l'on voit, l'apport en industrie. L'apport en industrie, eh bien... Alors, oui, pardon, petit complément, je vous disais que l'apport en nature, on va suivre le régime de la vente de cet apport. Ça veut dire que si j'apporte un bien qui est soumis à un régime particulier, à un régime de publicité particulier en cas de transfert, en règle générale, je vais devoir respecter ces règles de publicité. S'il y a un registre particulier où il faut inscrire les ventes qui portent sur un bien particulier, eh bien, en règle générale, je devrais inscrire sur ce registre les apports qui transfèrent la propriété de ce bien, parce qu'on va traiter à l'identique la vente et l'apport, au moins l'apport en propriété, de ce type de bien. Alors, sur l'apport en industrie, dernier type d'apport, c'est un apport qui n'est répandu que dans certaines formes de société. C'est un apport qu'on rencontre dans quelle grande catégorie de société, à votre avis? Oui, société de personnes. L'activité d'un associé, une activité personnelle, vous comprenez que ça va bien avec l'idée qu'on est dans une société où tout le monde se connaît et on a fait venir dans la société tel associé parce qu'il a telle qualité, telle capacité particulière et on attend de lui un apport en industrie. Dans la société de capitaux, on avait dit que ce qui compte, ce sont les capitaux apportés à la société. Donc, en règle générale, on rencontre moins, voire pas du tout, d'apport en industrie dans les sociétés de capitaux. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que dans les sociétés anonymes, par principe, l'apport en industrie est interdit. Dans les SAS, ça fait partie des éléments qui ont rapproché ce type de société des sociétés de personnes. À partir de 2008, on a autorisé les apports en industrie. Pourquoi est-ce qu'on les a autorisés? Parce que de cette manière, eh bien, on permet de rémunérer en droits sociaux l'activité mise au service de la société par un associé. Si on n'a pas cette possibilité de rémunérer en actions et donc en droit au bénéfice, ça veut dire que soit on ne rémunère pas du tout, et ce n'est pas normal, soit on doit rémunérer d'une autre manière, et ça veut dire qu'on doit rémunérer avec, eh bien dans ce cas-là, c'est un contrat d'entreprise ou c'est un contrat de travail qu'on fait, mais dans ce cas-là, la société doit rémunérer en versant des sommes d'argent, alors que si on fait un apport en industrie, ça veut dire qu'on attribue à l'apporteur qui met son activité au service de la société, qu'on lui attribue des droits sociaux, donc des parts ou des actions, et du coup, il n'est rémunéré que le jour où la société réalise un bénéfice et où on décide de distribuer une partie de ce bénéfice. Alors, sur l'apport en industrie, donc il n'est pas permis dans toutes les sociétés. Particularité, il ne participe pas à la formation du capital social. On a un article du Code civil qui le précise, c'est l'article 1843-2. On va s'arrêter un instant sur ce texte, article 1843-2 du Code civil.
on nous dit les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci, et on précise les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, mais donnent lieu à l'attribution de parts, ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. C'est un texte qui ne nous dit pas tout, ne nous dit pas, par exemple, alors quand on nous dit que ces parts, on appelle ça des parts d'industrie, ouvrent droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes, il y a une question à laquelle on n'a pas la réponse, c'est est-ce que quand la société prend fin, est-ce que celui qui a pendant des années mis son activité au service de la société peut reprendre quelque chose, une valeur équivalente, si pendant 3 ans, vous aviez mis 1 000 euros dans la société, moi, pendant 3 ans, j'ai travaillé, j'ai exercé une activité pour le compte de la société, j'ai eu des parts d'industrie, est-ce que j'ai droit, lorsque la société prend fin, on a payé tous les créanciers, il reste 10 000 euros dans la société, vous reprenez vos 1 000 euros de numéraire, il reste 9 000 euros dans la société, est-ce que ça, c'est du bénéfice qu'on va se partager, ou est-ce que, avant qu'on partage ce bénéfice, moi, je peux dire, attendez, vous avez repris vos 1 000 euros, mais moi, j'avais mis une valeur dans la société au titre de mon apport en industrie, et donc j'ai droit de reprendre une somme au titre de cette valeur. Alors la réponse donnée par la jurisprudence est négative. Vous avez un arrêt qui est rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, arrêt qui est, alors je ne retrouve pas à l'instant la référence, c'est les aléas du direct, mais en tous les cas, arrêt, si je me souviens bien, civil première, 20 avril 2005. Il est dans la réponse que j'ai donnée à la question hier soir sur l'apport en industrie, qui est donc sur votre page de cours. Et donc, la Cour de cassation considère que l'apporteur en industrie n'a pas droit à reprendre une somme qui représenterait la valeur qu'il a mise dans la société. Bon, ça n'est pas... on peut trouver que la solution n'est pas forcément très juste, mais on peut aussi considérer que c'est la solution qu'on doit retenir à la lecture de ce texte, puisque le texte, c'est vrai, ne nous dit pas qu'on a droit à reprise d'une somme équivalente. On nous parle d'actifs nets, mais on nous parle à charge de contribuer aux pertes. C'est peut-être ça qui est le plus troublant, parce que contribuer aux pertes, ça veut dire qu'on supporte les pertes. Bon, ça veut dire en réalité pour l'apporteur en industrie que, eh bien, s'il y a des pertes, lui... c'est surtout qu'il n'a pas droit aux bénéfices en réalité. C'est par ça qu'il va contribuer aux pertes. Mais vous voyez, c'est un apport dont le régime, là aussi, n'est pas parfaitement défini. Autre question sensible, est-ce qu'il peut céder ses parts d'industrie? Dans la SAS, on vous dit que les actions d'industrie sont inaliénables, mais dans le texte qu'on vient de voir, sur l'apport en industrie, on ne vous le précise pas. On pourrait dire que comme il n'est pas indiqué qu'on peut céder ses parts d'industrie, ça veut dire que on n'a pas le droit de les céder. Maintenant, il me semble que si les parts d'industrie sont un bien, le principe, c'est le droit de propriété, qu'on a le droit de disposer de son bien. Donc, voilà, on est un peu embêté parfois par ce régime. Et pour répondre à une question que vous posez, est-ce qu'une société d'expertise peut être apporteur en industrie dans une société? C'est une très bonne question, parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'une personne morale peut apporter une activité? Comment ça travaille une personne morale? Oui? Par le biais de personnes physiques. Une personne morale, son activité, elle va forcément l'exercer. Elle n'a pas des petites mains de personnes morales, donc c'est forcément des personnes qui vont intervenir pour son compte. Et oui, en réalité, il n'y a pas d'interdiction à ça. C'est vrai que l'apport en industrie, il est pensé plus pour les personnes physiques, et je vous ai déjà évoqué. J'ai déjà évoqué devant vous les exemples qui sont pris par les manuels avec le nez du parfumeur ou de l'expert en œnologie. Une personne morale, ça n'a pas de nez, a priori. Mais en réalité, un apport en industrie pourrait être fait par une personne morale qui interviendrait du coup par le biais de ses salariés ou par le biais de ses collaborateurs, de ses associés. Donc oui, il est possible qu'une personne morale, qu'une société,
eh bien, fasse un apport en industrie à une autre société, même si ça n'est pas l'esprit original de l'apport en industrie, qui est plus pensé pour l'apport fait par une personne physique. Donc là, nous venons de voir, c'était un premier point, c'était précisément un paragraphe premier. Je rappelle le plan, donc on est dans le chapitre premier, le contrat de société, section première, les éléments constitutifs du contrat de société, et on vient de voir un paragraphe premier consacré aux apports. Paragraphe 2, l'intention de participer aux résultats. L'intention de participer aux résultats, je vous rappelle que dans le premier texte du Code civil sur les sociétés, on vous dit que ce qui caractérise la société, c'est le fait qu'il y a des apports qui sont affectés à une entreprise commune en vue de partager, voilà notre intention de participer aux résultats, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Et on précise, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Donc, les associés ont fait des apports, ont mis des valeurs dans la société. Et s'ils le font, c'est avec l'intention de s'enrichir ou de profiter d'une économie, et avec le risque de ne pas pouvoir reprendre les valeurs qu'ils ont mises dans la société. C'est la différence avec le prêt, par exemple. Celui qui est prêteur n'entend pas contribuer aux pertes de son emprunteur. Celui qui est prêteur, il a un droit de créance, et ce droit de créance, il lui permet de reprendre, eh bien, l'intégralité des sommes prêtées, même si les résultats de son emprunteur ont été très mauvais. Je veux dire par là que peut-être qu'en pratique, il y aura une procédure de liquidation judiciaire et que l'emprunteur ne pourra jamais rembourser, mais la différence, c'est que le prêteur, lui, a un droit au remboursement, alors que l'apporteur, lui, s'expose, une fois qu'on a réglé tous les créanciers, s'il n'y a pas de quoi lui restituer l'intégralité de son apport, ou s'il n'y a plus du tout de quoi lui restituer son apport, l'apporteur n'a droit à rien parce que sa contribution aux pertes, ça veut dire qu'il est exposé à ce risque de ne pas pouvoir reprendre tout ou partie de son apport. Mais, voyons les choses du bon côté, il est d'abord là avec un espoir, c'est celui soit de récupérer une partie du bénéfice de la société, soit celui de profiter d'une économie. Par exemple, la société achète un bien et ensuite le met à disposition des associés en leur faisant payer moins que le tarif qui serait le tarif normalement dû si l'associé allait louer ou acheter le bien individuellement. Donc, nous avons cette double possibilité qui est à la fois de profiter des bénéfices ou de profiter d'une économie. Alors, pendant longtemps, on a eu des interrogations sur le fait de savoir si le fait de profiter d'une économie était possible pour des sociétés, ou si ça n'était pas réservé à d'autres groupements, parce que, eh bien, vous avez dans la loi du 1er juillet 1901, loi sur les associations, on vous définit l'association par opposition à la société comme le groupement dont le but est autre que le partage des bénéfices. Il y a la société avec comme but premier le partage des bénéfices et l'association dont le but est forcément autre, qui est le partage des bénéfices. Dans une association, si l'association gagne beaucoup d'argent, vous ne verrez jamais l'association partager le résultat entre les différents. Alors c'est trompeur en plus. Comment on appelle un membre d'une association? Un sociétaire. Le membre d'une société, c'est un associé. Mais donc vous ne verrez jamais l'association partager le bénéfice qu'elle aura éventuellement fait entre les différents sociétaires. La seule chose qu'elle peut faire, c'est réutiliser le bénéfice fait pour le mettre au service de son objet, pour le réinvestir dans son activité, ou éventuellement le transmettre à une association qui poursuit
le même objectif, mais vous ne verrez jamais une association partager le bénéfice entre ces sociétaires. S'il y avait cela, eh bien, c'est que vous n'êtes pas en présence d'une association, mais vous êtes en présence d'une société. Comment est-ce qu'on qualifierait cette société, d'ailleurs, dans l'exemple que je viens de donner? Une association qui décide de transmettre, finalement, à ces différents sociétaires une partie du bénéfice qu'elle a réalisé. On a constitué un groupement qu'on appelle association et on fait des choses qui relèvent de la société. Ce serait une... Alors, société, presque ça, pas en participation, mais société créée de fait, absolument. C'est le même régime, mais le terme juste serait dans ce cas société créée de fait. Et non pas société de fait, mais voilà, je remercie ceux qui participent aussi par écran interposé. Voilà, société créée de fait, le juge qualifierait l'association de société créée de fait et lui appliquerait du coup le régime de la société en participation. Alors, initialement, donc, il y avait cette distinction marquée entre société, le but est de participer aux bénéfices, et association, dont le but est autre que de partager le bénéfice entre les membres. Et puis on se demandait si le fait de profiter d'une économie, parce qu'il y avait pas mal de groupements qui étaient constitués pour faire profiter leurs membres d'une économie, on se demandait, mais est-ce que profiter d'une économie, est-ce que c'est une forme de bénéfice? C'était important comme enjeu, parce que si on disait que c'était une forme de bénéfice, les groupements concernés étaient des sociétés. Si on disait que ce n'était pas un bénéfice, les groupements concernés étaient des associations. Vous avez un arrêt important qui est rendu par la Cour de cassation le 11 mars 1914. C'est un arrêt qui s'appelle « Caisse rurale de Manigot ». Donc, Cour de cassation, c'est un arrêt qui est rendu, alors c'est une formation qui n'existe plus, les chambres réunies de la Cour de cassation. Donc un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1914, et cet arrêt nous dit qu'il faut entendre par bénéfice un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés. Ça veut donc dire que le bénéfice, si c'est un gain qui ajoute, ça veut dire que l'économie n'est pas un bénéfice. Et donc on avait un problème parce que, comme à l'époque, l'article 1832 du Code civil nous disait que la société, il ne parlait pas de profiter d'une économie, il parlait juste de partager un bénéfice. Ça voulait dire que si on faisait un groupement pour faire bénéficier les différents membres d'une économie, eh bien, on n'était pas en société. On était en association, ou alors il fallait une loi spéciale pour dire que notre groupement, bien que ne poursuivant pas la réalisation d'un bénéfice comme objectif, était une société. Et on avait cette interrogation particulièrement avec des groupements qui sont aujourd'hui assez répandus, qui sont les sociétés coopératives. Les sociétés coopératives, c'est un groupement qui est pas forcément très bien connu. On voit passer parfois dans l'actualité économique, on vous parle des coopératives, notamment des SCOP ou des coopératives agricoles. Ce sont des groupements qui visent qui ont un certain nombre d'activités. Il y a aussi des banques coopératives. Ce sont des groupements qui, je ne vais pas maintenant me lancer dans un vaste exposé sur le mouvement coopératif, mais ce sont des questions et un mouvement qui sont passionnants. L'idée, c'est notamment qu'une coopérative va rendre un service à ses membres. Elle n'est pas là pour enrichir ses membres, mais elle est là pour aider ses membres à se procurer un bien ou un service. Par exemple, une banque coopérative est là pour fournir du crédit à ses sociétaires à un tarif plus intéressant que ceux qu'ils trouveraient dans une banque qui serait une banque non coopérative. Ça veut dire que si je veux emprunter de l'argent à une banque coopérative, eh bien, en principe, je dois devenir associé de cette banque coopérative en souscrivant des parts sociales de cette banque. Coopérative agricole, c'est une société
d'agriculteur, mais qui ne va pas exploiter directement une activité. Elle va, par exemple, acheter des machines agricoles ou acheter des silos et les mettre à disposition des agriculteurs pour rendre leur activité plus performante et plus facile, parce que de cette manière, je suis agriculteur tout seul, j'ai ma récolte, je dois la vendre, c'est peut-être pas le bon moment pour le faire, mais la coopérative a acheté un silo, je peux stocker ma récolte dans le silo, le temps que les cours soient plus intéressants. Voilà le genre de service que la coopérative peut me rendre. Mais la coopérative n'est pas directement l'exploitant qui va vendre la récolte et s'enrichir de cette manière. Donc les coopératives ont posé une difficulté parce que précisément, elles n'étaient pas là pour partager un bénéfice entre leurs membres, mais elles étaient là pour faire profiter leurs membres d'une économie. Alors pour les coopératives, on a eu une loi importante, loi du 10 septembre 1947, loi qui a dit que les coopératives étaient des sociétés. Donc la question, du coup, ne se posait plus. On avait une loi qui les rattachait expressément aux sociétés. Et puis, dans la rédaction de l'article 1832, telle qu'elle résulte de la loi du 4 janvier 1978, eh bien, on a expressément indiqué que la société permettait aussi de faire profiter aux associés de l'économie qui pourra en résulter. Donc, on a inclus dans l'article 1832, eh bien, le fait de pouvoir profiter d'une économie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vouliez acheter un bien à plusieurs pour en profiter dans des conditions économiquement plus intéressantes, vous pourriez aussi bien recourir à une société qu'à une association, parce qu'une association peut aussi acheter un bien pour faire profiter ses membres d'une économie. Donc, vous le voyez, premier point dans cette question d'intention de participer au résultat, et c'est mon grand A, c'est un élément de caractérisation du contrat de société. Vous distinguez le contrat de société d'autres contrats, du contrat de prêt par exemple, par le fait que les associés sont là pour profiter d'un bénéfice ou d'une économie, à la différence par exemple donc, du contrat de prêt où le prêteur met des sommes à disposition de la société, mais entend reprendre les sommes quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de « je ne reprends que si vous avez encore de quoi me rembourser », alors que précisément, l'associé, c'est cela. Je ne reprends mon apport que si, une fois les créanciers payés, vous avez de quoi me rembourser. Premier point, donc, grand A, élément de caractérisation du contrat de société. Et deuxième point, grand B, et c'est un point important qui, c'est un peu un des passages obligatoires du cours de droit général des sociétés, c'est la question de la prohibition des clauses léonines. Et avant de l'aborder, je réponds à une question que je vois passer, qui est « Est-ce qu'une association visant à faire profiter d'une économie serait soumise à l'indivision ?» que vous posez peut-être en dehors de l'amphi ou peut-être de l'intérieur de l'amphi. Est-ce qu'une association visant à faire profiter ses membres d'une économie serait constitutive d'une indivision ? C'est bien parce que c'est l'occasion de préciser cette notion. L'indivision, c'est le fait d'être ensemble propriétaires d'un bien. Vous avez, par exemple, entre les héritiers d'une personne qui est décédée, vous avez une situation d'indivision. Tant qu'on n'a pas partagé les biens de cette personne, le patrimoine de la personne décédée, le decujus, a été transmis aux héritiers, qui sont donc, entre guillemets, copropriétaires du patrimoine. Quand vous avez une société, on peut dire que ça ressemble à une forme d'indivision, parce que les associés sont propriétaires ensemble, entre guillemets, des biens qui ont été mis dans le patrimoine de la société. Mais vous voyez, au mot que j'utilise, que ça n'est pas tout à fait le cas. Parce que c'est même pas du tout le cas. Parce que économiquement, oui, ça correspond à la même situation. On est ensemble co-intéressés aux biens de la société. Mais si la société est une personne morale et qu'elle a donc un patrimoine propre, ça veut dire que les biens de la société, on n'en est pas du tout propriétaire individu, on n'en est pas copropriétaire. Les biens de la société, ce sont les biens
de la société personne morale. Et c'est pour ça que je voulais prendre ce moment pour bien distinguer. Quand la société a la personnalité morale, il n'y a pas d'indivision. Ce n'est que dans les sociétés qui n'ont pas la personnalité morale que vous pouvez avoir une situation où les associés sont en indivision. Parce que s'il n'y a pas de patrimoine propre à la société, les associés peuvent se trouver en situation d'indivision. Ça peut être un moyen de gestion des biens de la société. Tout va bien jusqu'ici ou pas? C'est un peu dense. Je recommence ça. Voilà, les deux dernières phrases sur la différence entre indivision et détention par une société personne morale. Quand la société a la personnalité morale, ça veut dire que les apports qui ont été faits sont dans un patrimoine propre à cette personne morale. Il n'y a pas d'indivision, parce qu'une indivision, ça veut dire que des personnes, les associés dans mon exemple, seraient ensemble propriétaires des biens de la société. Mais non, si la société est une personne morale, les biens sont dans un patrimoine propre à la société. En revanche, si la société n'a pas la personnalité morale, exemple, société en participation, alors il est possible que les biens soient en indivision entre les associés. Les associés peuvent être à ce moment-là copropriétaires des biens, enfin propriétaires indivis des biens de la société. C'est plus clair comme ça? Quand on verra le régime de la société en participation, on évoquera cette possibilité que les associés de cette société soient copropriétaires des biens qui sont apportés. Donc, je reviens à mon grand B sur la prohibition des clauses léonines. C'est lié à cette question d'intention de participer au résultat. Les clauses léonines, ça veut dire les clauses qui ont un caractère léonin, les clauses qui ont un caractère lié au lion. Pourquoi, oui, le lion, l'animal. Pourquoi est-ce qu'on parle du lion? Parce que ça veut dire des clauses qui vous accordent un avantage très important. Vous connaissez quoi comme clause qui accorde un avantage très important? On pourrait même confondre les termes, et vous ne devez pas le faire. Clause qui accorde un avantage important. Oui? Clause? Clause de préemption? Non, clause qu'on stigmatise comme accordant un avantage trop important. Non, mais c'est une qualification que j'attends. C'est pas, par exemple, les clauses qui... Oui, il y a plein de clauses. La clause qui m'oblige à me lever tous les matins pour aller faire telle activité. On peut dire, ah, c'est vraiment une clause qui fait peser sur moi des obligations excessives. Mais il y a quelque chose qui ressemble beaucoup au terme de clause léonine, qui est une notion de droit de la consommation. Voilà, les clauses abusives. Souvent, on peut confondre les termes, ce n'est pas du tout les mêmes règles qui s'appliquent. Et je vois que certains répondent tout à fait pertinemment clause abusive, y compris par écran interposé. Mais non, on peut... souvent, une clause dont on dit qu'elle est abusive, on plaidera, l'avocat qui veut la qualifier d'abusive dira « attention, cette clause, elle est léonine ». Mais la notion de clause léonine, en droit des sociétés, ça recouvre une notion bien particulière. C'est une clause qui est contraire à l'idée que l'associé est là pour participer au résultat de la société. Et c'est une clause qui fait l'objet d'un article bien particulier du Code civil, c'est l'article 1844-1, article 1844-1 du Code civil, et c'est particulièrement le deuxième alinéa. Le premier alinéa nous dit « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. » Donc, ça c'est une première règle importante. La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social. Donc, si j'ai apporté 20% du capital social, j'ai droit à 20% du bénéfice,
et je supporte 20% des pertes. On fait 1 000 € de bénéfices, j'ai droit à 200 €. On fait, en revanche, on subit des pertes, on ne peut pas reprendre, il y a sur nos apports, quand la société est dissoute, on doit supporter une perte de 1 000 €. Eh bien, cette perte, j'en supporte en principe 20% si j'ai apporté 20% du capital social. Et on nous donne une autre précision, on nous dit que la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, sous-entendu le moins apporté autrement, le tout sauf clause contraire. Donc on peut prévoir des règles différentes pour l'apporteur en industrie, mais aussi pour les autres associés. On pourrait prévoir que j'ai apporté 20% du capital social, mais j'ai droit à plus. Pourquoi est-ce que j'aurais droit à plus ? Par exemple, parce que c'est moi qui ai eu l'idée géniale sur laquelle fonctionne notre entreprise, donc on va m'avantager de cette manière. Bon. Il y a une limite quand même, et cette limite, c'est celle de ce qu'on appelle les clauses léonines. On vous dit juste après, c'est le deuxième alinéa, toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. Donc il y a 4 clauses qui sont interdites. La clause qui donne tout le bénéfice à un associé, première clause. La clause qui prive complètement un associé de bénéfice. La clause qui dit que j'ai droit à 100% du bénéfice, non. La clause qui dit que j'ai droit à 0% du bénéfice, non plus. Et la clause qui soit fait peser l'intégralité des pertes sur un associé, soit celle qui a été le plus problématique, la clause qui exonère un associé de sa contribution aux pertes, c'est-à-dire la clause qui va dire que quoi qu'il arrive, j'ai la garantie de reprendre mon apport. Donc il y a ces 4 types de clauses qui sont interdites et qui sont réputées. Ce sont des clauses qui sont réputées non écrites, vous dit le texte. Alors, petit moment d'étymologie, d'où vient l'origine, enfin pourquoi est-ce qu'on parle de clause léonine ? Eh bien, par référence à une fable, alors qui est fable de La Fontaine, mais pas seulement, je crois que c'est Ésope avant lui, donc fable dans laquelle vous avez une situation qu'on rencontre effectivement assez souvent, où vous avez c'est le lion, la génisse, la chèvre et la brebis, donc la vache, la chèvre et la brebis, qui décident de se mettre en société, donc il y a une fable sur la société, et qui décident de se mettre en société pour chasser ensemble, et qui capturent un cerf qui passait par là. C'est fréquent dans nos forêts, vous voyez souvent des brebis en train de poser des pièges dans la forêt, avec une chèvre derrière, et puis une vache qui attend, et donc voilà, et puis le lion au loin qui surveille, et donc voilà, vous avez ces 4 animaux qui décident de chasser ensemble, et au moment de partager, c'est le lion qui fait le partage, donc on l'imagine avec sa grosse griffe en train de couper en 4 morceaux le cerf qui doit être là et viscéré sur la table, et le lion dit que ben voilà, il a droit à une part, et puis une deuxième part parce que c'est le roi des animaux, et puis une troisième part parce que c'est le plus fort, et puis la dernière part, si quelqu'un la veut, il l'égorge aussitôt. Alors la fable est... Je n'ai pas appris par cœur, je n'ai pas appris ma poésie, pardon, mais en tous les cas, donc, voilà, vous avez compris l'idée, c'est que alors qu'on était en société et donc qu'on devait partager, le lion prend tout. Bien. Donc c'est ça qui est interdit, et dans les sociétés, si vous avez... Alors, il y a eu un petit problème quand même de cohérence. Imaginons qu'on fasse des statuts d'un groupement qu'on appelle société, et qu'on écrive dedans qu'on est 4 associés. Tout le bénéfice, eh bien, c'est moi seul qui y ai droit. La sanction, nous dit le texte, c'est que la clause est réputée non écrite. Mais on pourrait aussi se demander si on est vraiment en présence d'une société. Et peut-être qu'en réalité, on n'est pas en présence d'une société, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on n'applique pas l'article 1844-1, et donc que la clause n'est pas réputée non écrite. C'est compliqué parce que
L'intention de participer au résultat, c'est à la fois un critère de qualification de la société et en même temps, eh bien, quand on est en société et qu'on ne respecte pas cette intention de participer au résultat, on nous dit que la clause est réputée non écrite. Donc on a un petit problème de cohérence, de logique ici. Imaginons qu'on ne remette pas en cause la qualification de société, on va appliquer la règle qui est prévue par le texte, ces clauses sont réputées non écrites. Alors, en réalité, les clauses qui posent véritablement problème, elles sont assez rarement indiquées, elles se présentent assez rarement de manière aussi brutale que tel associé a le droit de reprendre son apport. Si vous avez écrit dans les statuts d'une société que, quoi qu'il arrive, les associés ayant chacun mis 1 000 €, quoi qu'il arrive, eh bien, un associé a le droit de reprendre ces 1 000 €, peu importe la situation économique de la société, il lui est garanti qu'il pourra reprendre ces 1 000 €, vous avez une clause léonique. La règle, c'est que l'associé doit contribuer aux pertes, et donc l'associé doit être exposé à un risque minimum. Bon. Mais vous avez eu une grande discussion et beaucoup de jurisprudence dans les années 80, parce que dans les années 80 est apparu un contentieux qui concernait les promesses de rachat de parts ou d'actions à prix fixe ou à prix plancher, à prix minimum. Je vais vous expliquer rapidement ce dont il s'agit. L'idée, c'est que vous avez des situations, et par exemple, c'est la situation du capital risque, du capital investissement, dont on a déjà parlé. Vous avez des entreprises qui vont investir, enfin qui vont prêter en réalité, mais qui vont prêter qui vont faire une opération de crédit. Voilà, disons les choses plus précisément. Elles vont faire une opération de crédit, elles ne vont pas faire un contrat de prêt, elles vont investir en capital. Donc elles vont rentrer au capital d'une société. Mais elles vont rentrer pour faire une opération de crédit, elles veulent avoir l'assurance de reprendre leur investissement, et donc elles vont demander aux associés, ne cassez pas l'amphithéâtre, elles vont demander aux associés un engagement de leur racheter leur participation, par exemple, si tel événement survient. Si on change de dirigeant ou si on change d'activité, eh bien, à ce moment-là, l'entreprise de capital risque a le droit de se faire racheter ses actions ou ses parts sociales par un ou plusieurs des autres associés. Est-ce que c'est une clause léonine? On n'a pas dit qu'il y avait un droit assuré pour l'entreprise de capital risque, dans mon exemple, de reprendre son apport. Elle ne dit pas « je mets 1 000 € avec la certitude de reprendre les 1 000 €. Mais c'est vrai qu'elle a un engagement pris par un associé ou par plusieurs associés et que cet engagement lui assure que dans certains cas, elle peut recevoir des autres associés une somme qui est équivalente au montant de son apport. Donc on peut dire que l'objet de la clause, ça n'est pas de protéger l'associé, cet associé particulier, de sa contribution aux pertes, de l'exonérer de sa contribution aux pertes, mais on peut dire que ça produit un effet de protection, d'exonération de la contribution aux pertes. C'est clair ça ou pas? Bon. Dans les années 80, on a vu apparaître une défense contre l'exécution des promesses de rachat à prix fixe ou à prix plancher qui consistait à dire « mais attention, on se rend compte que la clause est léonine. Vous avez des personnes qui font une société, qui font entrer un investisseur dans la société, qui prennent l'engagement de lui racheter les parts ou les actions qu'il a souscrites à un montant qui est un montant fixe ou un montant minimum. Le jour où les choses tournent mal, l'investisseur dit « rachetez-moi, vous m'avez promis de racheter mes titres à un montant qui est le montant de mon apport, rachetez-moi, exécutez la promesse. » Et à ce moment-là, les personnes, les autres associés qui avaient souscrit l'engagement disaient
Oui, mais on est embêté parce qu'on se rend compte que c'est une clause léonine. Et donc, la clause de prix de la promesse est réputée non écrite par application de l'article 1844-1 du Code civil. Désolé, on ne peut pas donner exécution à la promesse. La jurisprudence a réagi alors en faisant une série de distinctions. Il y avait une solution qui était assez bien affirmée, qui était que la société ne pouvait pas prendre l'engagement de restituer l'apport aux associés quand c'était un engagement pris par la société. Là-dessus, la jurisprudence n'a jamais eu trop d'hésitation pour dire qu'on était en présence d'une clause léonine. Et puis, quand il y a eu cette discussion sur les promesses entre associés, les promesses de rachat à prix fixe ou à prix plancher, la jurisprudence a réagi, mais a réagi de manière, a réagi en plusieurs étapes. Alors, comme nous sommes quasiment à la fin du cours, je ne fais qu'annoncer ces étapes. Pour faire simple, la jurisprudence a opéré une distinction en fonction de l'objet des clauses. C'est la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a opéré cette distinction en disant qu'il faut regarder quel est l'objet de la clause. Et dans un premier temps, la Chambre commerciale de la Cour de cassation mettait à l'abri ces promesses de la prohibition des clauses léonines. Ça a été un peu troublé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui a dit non, il faut regarder l'effet produit par la clause. Et du coup, les clauses en question étaient menacées. Après cela, je reviendrai demain là-dessus plus en détail en vous donnant les références précises. Après cela, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a finalement pris le dessus parce que la première chambre civile n'a plus vraiment manifesté d'opposition. Et puis, ces dernières années, on a vu apparaître des critères supplémentaires, notamment le fait que la Chambre commerciale semble exiger qu'il y ait quand même toujours un risque minimum qui pèse sur le bénéficiaire de la promesse, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas demander l'exécution de la promesse du premier jour où il rentre dans la société jusqu'au dernier jour. Donc, je reviendrai sur ces différents critères. Voilà. Sur l'appréhension de l'appréhension de ces promesses de rachat à prix fixe ou à prix plancher par la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est une question qui est une question assez complexe et assez importante en pratique parce que, bien évidemment, vous comprenez que si on investit massivement dans une société et que derrière, au moment de faire exécuter la promesse de rachat, on peut dire « Ah ben non, désolé, c'est réputé non écrit », vous comprenez que ça pose un petit problème. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je montre même l'amphithéâtre tel qu'il est, mais avec, voilà, je vais surtout réussir à casser mon téléphone, voilà. Bien, merci beaucoup et donc à demain pour la suite de notre cours de droit des sociétés. Merci beaucoup.